Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est la première fois que je présente cet exposé. Je ne suis pas sûre d'avoir tout le temps pour vous l'exposer, mais c'est également une première pour moi d'utiliser un exposé PowerPoint. Alors, s'il vous plaît, soyez patient si vous voyez que j'ai du mal à cliquer d'un PowerPoint à l'autre. Alors, une introduction très brève sur le sujet pour commencer. Et je pense, et c'est quelque chose de plus en plus visible, avec le changement climatique, l'un des éléments probablement les plus critiques, c'est toute l'incertitude qui est associée au changement climatique. Il y a également tout un autre... il y a beaucoup de facteurs qui sont liés à l'État-providence, à l'actualisation, etc. Mais si je devais faire une hiérarchie, je dirais que l'aspect marquant du changement climatique, ce sera l'incertitude. Et dans tous les domaines scientifiques et dans le domaine de l'économie, vous avez toute une chaîne de raisonnement qui passe par tout un tas de mesures qui conduisent au bout du compte à une évaluation économique de la situation. Et dans le domaine de l'évaluation coût-bénéfice, c'est un peu bizarre parce que l'incertitude, elle est intégrée, profonde. Et il ne s'agit pas uniquement de lancer une pièce pour faire un pari parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la nature de la pièce qu'on est en train de lancer. On ne comprend pas très bien la caractérisation donc de ce changement climatique. Je pourrais aussi faire un autre exposé sur la distinction entre incertitude structurelle et non structurelle, mais ce n'est pas l'objet ici. Mais il y a aussi une responsabilité à prise en compte. On ne peut pas déterminer un facteur sur ce qui va se produire. Non, maintenant, c'est cette incertitude intégrée en profondeur avec l'impossibilité de déterminer ce problème est quelque chose de très inhabituel. À mon avis, il n'y a qu'une demi-douzaine de facteurs qui associent cette double combinaison d'éléments. Bien entendu, on peut potentiellement trouver des catastrophes un peu partout par les mécaniques quantiques avec une probabilité zéro. Il y a toujours un fondement physique, un événement, mais en fait, on ne s'inquiète pas trop de cela parce que la question fondamentale qui se pose à nous dans le domaine du changement climatique et dans d'autres catastrophes, c'est la rapidité de probabilité à zéro par rapport à l'ampleur de la catastrophe. Si l'ampleur de la catastrophe augmente, la probabilité baisse. Toutes choses étant égales par ailleurs, ce n'est pas forcément systématique. À l'inverse, si la probabilité va à zéro, elle va aller beaucoup plus lentement, ce qui est beaucoup plus inquiétant. Et c'est l'objet de mes recherches que je vais vous présenter ici.
Pour quelqu'un qui construit un modèle, j'ai essayé de développer quelque chose qui est assez simple. Parce que si l'on associe l'ensemble des facteurs, des éléments physiques avec les aspects économiques, et si on veut faire une simulation sur ordinateur, on ne peut pas facilement le faire avec les équations de base qu'on connaît sur une période d'un siècle. Donc, je voudrais essayer de ramener cela à quelque chose de beaucoup plus compréhensible pour qu'on puisse comprendre la source de ces résultats et quels seraient les points faibles ou points forts de ces analyses coût-bénéfice ou des modèles d'évaluation intégrés. Alors, il s'agit de travailler sur la transparence et la simplicité et ma perspective sera celle du test de stress. Il s'agit d'une approche, d'un modèle économique qui va être mis sous stress à partir d'hypothèses et l'on va voir quels seront les résultats et la fiabilité de ces résultats. Donc, voilà pour l'approche que j'ai adoptée. Je vais utiliser comme axe ou comme prototype une forme d'incertitude. Lorsqu'on balaye l'ensemble des incertitudes existantes, on est un peu confus. Je vais me centrer sur l'une d'entre elles, c'est la sensibilité climatique. Il s'agit c'est l'incertitude la plus grande dans la matière et peut-être que ce n'est pas la plus importante. Sans de spécificité, sans de caractérisation, il est difficile de présenter un exemple. La sensibilité climatique, c'est l'hypothèse suivante. Si l'on double le CO2 dans l'atmosphère et que l'on part des données antérieures à la révolution industrielle et que l'on double la valeur en ppm et que l'on maintient ce niveau, c'est une expérience très intéressante parce que le CO2 va probablement être moins élevé. Les océans vont peut-être en absorber. Donc, la personne qui doit mener cette expérience, s'il dépasse 560, eh bien, une partie du CO2 va être absorbée. Mais s'il y a plus de CO2 libéré, il va y avoir un siphonnage. Si c'est absorbé, il y aura peut-être plus de CO2. Donc, on reste à un niveau constant de 560 ppm. Et on essaye alors de déterminer la température d'équilibre de sensibilité climatique. C'est les réponses en termes de température qui servent aussi de paramètres de mesure. C'est pour cela qu'on appelle ça la sensibilité climatique. Mais on ne peut pas vivre sans ces facteurs en tant qu'être humain. Donc, on est obligé de s'y tenir. Sinon, il est quasiment impossible de comprendre ce qui se passe. Il est impossible de réduire. Il nous faut réduire notre compréhension à quelques éléments simples qui vont ensuite être cumulés les uns aux autres. C'est ce qui va construire la complexité du raisonnement. C'est une incertitude prototype, mais je pense que c'est une incertitude prototype, comme je vous l'ai dit, qui est associée à d'autres incertitudes. Maintenant, quelle est la véritable incertitude? Et je veux parler des queues d'extrême et des probabilités. Cette sensibilité climatique dont la lourdeur ou l'épaisseur de quai ou dans les probabilités extrêmes est quelque chose qui est lié au bien-être et aussi c'est lié à la probabilité et au démage des dégâts qui vont être associés à cela. Et il s'agit de formes réduites de cet élément providence et bien-être, c'est savoir à quel point celui-ci va être affecté par rapport aux probabilités. Donc, c'est une association de sensibilité climatique plus les dégâts, plus le bien-être, plus le facteur d'utilité, plus les taux d'actualisation et l'actualisation.
Donc, c'est un cas péjorant de probabilité. Alors, parlons de la sensibilité maintenant. Si l'on a une distribution de probabilité et que l'on pratique l'exercice de test de stress, donc on va commencer par la partie la moins controversée, la plus simple, et à partir de là, on va ajouter des couches de complexité. C'est encore relativement simple. On va laisser la partie économique pour la fin de cet exposé parce que je pense que cela reste encore assez controversé. Je vais essayer de le construire de sorte que vous puissiez tirer vos propres conclusions et ajouter vos fonctions d'actualisation ou de bien-être. Ce sera à vous de le faire. Je vais essayer de ramener ça à quelque chose de simple. Je vais prendre les définitions du GIEC et les chiffres du GIEC que j'ai extraits de leurs travaux. Et une fois encore, vous pouvez mettre vos propres chiffres. Le GIEC utilise de terminologie comme la sensibilité de 3. Il est possible que ce soit 4,5. Mais dans le 4e rapport du GIEC, dans chaque rapport, on atteint un niveau de complexité qui est encore plus élevé. Mais ils mettent des chiffres sur ces concepts. Et le prochain rapport, le 5e, va probablement nous dire ce qui se passe si la probabilité est plus faible, même si ce n'est pas scientifique, s'ils peuvent évaluer les conséquences potentielles que ces événements pourront avoir. Et dans le dernier rapport, le GIEC a expliqué ce qu'était à leur avis cette question de sensibilité. Et je vais vous parler de ce facteur de distribution où on est à un médian de 50%, c'est-à-dire on a plus de 3 degrés avec un doublement du CO2 atmosphérique et c'est 4,5 avec une probabilité de 15%, ce qui nous laisse encore une grande fourchette de fonctions de distribution qui pourraient s'associer à cela. Et le message que j'essaye de faire passer ici, c'est ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe dans les queues de ces distributions. Et j'ai 3 distributions ici. Tout d'abord, ce sont 3 candidats très connus. Les 3 candidats principaux pour usage ou qui sont très connus pour la distribution de queues lourdes ou épaisses ou fines. Donc, vous avez la distribution de Pareto. Ça, c'est le candidat le plus important pour la queue épaisse. Vous avez une certaine lenteur. Ensuite, vous avez la probabilité normale. La probabilité baisse rapidement avec la queue fine. Et donc, au niveau intermédiaire, au log normal, vous êtes entre les deux. Et la distribution queue épaisse est liée à beaucoup d'aspects techniques. Mais pour l'objet de notre exposé ici, on va à 0 beaucoup plus lentement. Et pour la répartition queue fine, on va à 0 de façon exponentielle ou beaucoup plus rapidement. Et entre les deux, il y a une catégorie qui est en fait très fine en termes de distribution de probabilité, mais c'est quelque chose entre les deux. Le log normal présente la propriété d'aller vers 0 beaucoup plus lentement que n'importe quel autre facteur exponentiel ou par normal. Donc, je vais utiliser ces 3 paramètres, ces 3 familles de paramètres. Donc, si j'ai 3 degrés ou 4,5 degrés
je vais déterminer ma probabilité de distribution. Vous avez en haut Pareto. Voici ce qui correspond à cette distribution pour ce coefficient pour le normal. Et vous avez ensuite l'écart standard. Et pour le log normal, voici ce qui correspond à ces chiffres. Pour chaque catégorie, la moitié des probabilités supérieures à 3 degrés, 15% est au-dessus de 4,5 degrés. Ici en bas, sur le tableau, vous avez, en intégrant ces deux fonctions, j'ai essayé de voir à quoi ressemblerait cette distribution et pour l'ensemble, vous avez 50% de probabilité au 3,3 degrés et 15% au-dessus de 4,5 degrés. Mais ensuite, il y a une divergence qui apparaît. La divergence se marque de plus en plus, même si elles vont toutes vers zéro au fur et à mesure de l'augmentation de la température, de l'augmentation de la sensibilité. Le rythme change beaucoup et le rapport va à l'infini. Vous voyez que cela se comporte ainsi pour la queue fine. Mais ce qui est étonnant, c'est que le degré de divergence, selon certains scientifiques, il est impossible que la sensibilité climatique aille au-dessus de 15 degrés. Mais je remets leurs propos en question. Ça, c'est le log normal qui est l'intermédiaire. Ça, c'est la probabilité d'avoir une sensibilité climatique supérieure à 15 degrés sur 1 sur 50 000. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est la différence entre 1 sur 50 000 ou quelque chose d'impossible. Je pense que ce serait intéressant d'avoir un débat à ce sujet. Donc, j'essaye de traiter l'ensemble de ces éléments comme des probabilités. Et dans certains cas, il est impossible, effectivement, que la sensibilité climatique dépasse les 15 degrés. Généralement, habituellement, on peut couper l'extrémité et prétendre que c'est impossible. Maintenant, il faut voir si c'est impossible et si c'est une catégorie quasiment exceptionnelle de changement climatique. Il va falloir tenir compte de ces probabilités par rapport à l'ampleur des dégâts qui vont être provoqués à 15 degrés. Et là, on ne s'en tient qu'aux probabilités. Et, il est possible ou impossible que cela se produise. Maintenant, ce que nous allons regarder ici, c'est que nous avons déjà un indice. Mon Dieu, si ces queues vous posent problème, cela va faire une très grosse différence quant à la manière dont vous allez extrapoler à partir du centre de la distribution. Vous avez toutes ces propriétés au centre qui sont à peu près similaires, mais c'est ensuite qu'elles commencent à diverger. Donc, ce que je souhaitais faire ensuite, c'est traduire tout cela en politique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une politique ici? Eh bien, une politique ici, dans cette très grande simplicité, c'est un objectif de concentration en gaz à effet de serre. Donc, c'est la cible. Et ce que je vais regarder, c'est ce qui se passe avec nos distributions. La formule qui lie les unes aux autres est tout à fait connue. Je vous l'ai mise à l'écran. C'est le changement de température qui est linéaire en log de dioxyde de carbone. Donc, ici, dans l'équation, non, je suis désolée, la température est linéaire par rapport à la concentration en gaz à effet de serre. Et cette formule est ce qui vous le démontre. Donc, vous avez la sensibilité qui augmente et pour un G donné, la température va augmenter. Et je vais transformer tout cela pour avoir les conséquences en réchauffement climatique. Et c'est ce que j'ai fait par cette formule très simple. Et ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'essayer de voir la différence que vont faire ces différentes concentrations. J'ai choisi 6, 12 et 18 comme étant des valeurs de température et
qui vont être suffisamment parlantes. Le tableau serait encore plus parlant si j'avais pris plus de température. Pourquoi j'ai choisi ces températures? C'est arbitraire, mais 6 degrés, c'est une température sur laquelle beaucoup a été écrit. Il y a même un livre qui s'appelle « Les 6 degrés du changement ». C'est également un chiffre auquel on fait référence dans le rapport du GIEC. 12, c'est 2 fois 6. Et il y a également une étude très récente qui a démontré que lorsque vous avez 12 degrés, eh bien, cela veut dire que le monde n'est plus habitable pour l'être humain à cause des limites de stress que cela imposerait à la population humaine aujourd'hui. Donc, maintenant, les dommages ou les dégâts, eh bien, en général, je n'ai plus trop de temps, mais ici, les dommages, en général, sont représentés de manière quadratique. Ici, vous avez alpha qui représente 20 dans l'équation quadratique, et cela veut dire que tout change, mais change très lentement. Le point focal est autour de 20. Donc, tout change, mais très lentement autour de 20 degrés. Donc, on va se dire, ben, finalement, les dégâts ne sont pas si importants. Et je vais essayer de me faire l'avocat du diable, et je vais essayer d'utiliser cette fonction, non plus de manière quadratique, mais vous avez un terme supplémentaire, bêta et gamma, et je les intègre de telle sorte qu'arbitrairement, à 6 degrés centigrades, vous allez perdre 50% du bien-être, et à 12 degrés, il ne reste plus qu'une consommation de 1/100 du bien-être. Donc, voyons maintenant ce que cela donne. Vous avez ici la version quadratique qui est préordonnée pour montrer la très faible influence des politiques. Et cette équation, ou cette équation n'est pas suffisamment sensible, quelle que soit la distribution que vous preniez. Et à 18 degrés d'augmentation de la température, on a une augmentation seulement de 44% des dégâts. Et donc, quoi que vous fassiez, vous vous rendez compte que cette équation ne va pas permettre, va au contraire faire ressortir une augmentation des dommages très graduelle pour des augmentations de concentration en gaz à effet de serre très élevées. Ici, vous avez la fonction dégâts ou dommages. La fonction réactive ressemble à ça. Vous avez la consommation qui est fonction du nombre de degrés centigrades, et elle est beaucoup plus réactive. Et plus particulièrement, il y a des points de basculement autour de 6 degrés parce que vous avez ici, c'est basé sur 6 degrés, parce que vous avez une puissance plus forte de 7 environ, et vous voyez que tout va changer autour de ce point de 6 degrés centigrades. Très bien, donc je ne vois pas d'a priori pour préférer tel ou tel, quoique je n'aime absolument pas cette équation quadratique parce que ce que la donne comme résultat est relativement étonnant, et il peut sembler bizarre d'utiliser une équation quadratique pour tester les extrêmes. Maintenant, essayons de voir quelque chose de plus formel en dernière étape et regardons cette équation de croissance optimale de Weitzman. Ce que je vais essayer de faire devant vous, c'est de vous choisir une fonction d'utilité standard, isoélastique ou la version au risque, et je vais entrer mes propres paramètres, parce qu'après tout, je suis l'avocat du diable, et je vais mettre un taux d'intérêt à 0, parce que c'est la préférence de consommation, et qui dit que, quelle que soit l'élasticité des marges pour les utilités, avec un coefficient d'aversion au risque de 3 constant, et on a une augmentation de 6%. Donc personne ne peut dire que j'ai choisi ici un taux d'intérêt très bas. J'ai utilisé sur une période de 150 ans. Vous avez ce facteur ici qui vous montre 0,1%. Donc,
ce qui vous montre ce qui s'est passé dans les 150 dernières années. Cette équation a donc été testée auparavant. Maintenant, je vais extraire quelque chose qui va être une sorte d'équivalent de certitude, d'équivalent de bien-être que je vais intégrer à mon équation. 150 ans, c'est un scénario relativement simple, trop simple d'ailleurs, mais avec une croissance de 2% par an jusqu'à ce que nous atteignions cet objectif des gaz à effet de serre, puis que l'on attend encore 150 ans, la probabilité de distribution va nous montrer ce qui va se passer dans 150 ans et va nous montrer quelle sera la consommation à cette époque. Donc le taux de croissance est toujours robuste à 2% et permet de voir l'évolution à 150 ans en fonction de la distribution des probabilités que nous avons vues tout à l'heure. Maintenant, prenons cet exercice très simple. Ce que je recherche, c'est l'équivalent de certitude de la consommation de bien-être. Dans cette équation, vous avez 100% d'équivalent de consommation de bien-être, et là, bien entendu, je prends une équation log normale. Donc, vous avez 100%. Donc, ça ne fait aucune différence avec la fonction quadratique. En revanche, avec cette fonction, on voit la différence. Cela fait tomber de façon tout à fait significative la consommation de bien-être. Et ces consommations de bien-être sont traduisibles en ce que l'on est désireux de payer pour éviter ces changements. Donc, c'est le désir de payer qui est un déterminant qui est parallèle à notre consommation de bien-être. C'est ce qui va déterminer ce que nous sommes capables et désireux de payer pour éviter ces changements. Et vous voyez que l'évolution qui est très importante. Très bien. Maintenant, très bien. Donc, je vais conclure puisque mon temps est écoulé. Certains de ces modèles permettent d'écouler des politiques. Et vous avez vu que tout est relatif, tout dépend du point de vue de la personne qui parle. Donc, vous avez certaines personnes qui proposent qu'il faut agir au niveau économique de manière très radicale et utilisent un modèle standard qui dit qu'il faudrait aller jusqu'à 700 ppm de CO2, donc équivalent CO2. Ici, il semble qu'il soit dangereux de prendre cette valeur de 700-750. Vous voyez que la température va augmenter de plus de 6% avec une probabilité supérieure à 10%. Et là, ce n'est pas la température moyenne, c'est ce qui se passe au niveau des extrêmes sans aucune fonction d'utilité. Et cela, évidemment, c'est ce qu'on ne veut pas avoir à des hautes concentrations. Et en plus, on sait qu'il y aura des différences importantes en fonction de la conformation de la queue de la distribution. Donc, ce genre de modèle fait que l'on n'a pas peur d'aller au plus haut niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des modèles qui disent pour 150 ans, peu importe qu'il y ait des émissions à hauteur de 550 ou de 1000 ppm. Et je pense que c'est une bonne représentation qui montre que cette équation n'est pas sensible au niveau de concentration. Ici, une analyse de sensibilité, on modifie le coefficient d'aversion au risque, on prend 3 ou 4. Et voilà ce qui se passe au niveau de la consommation, de la probabilité de consommation de bien-être. On modifie la probabilité de densité,
à la normale, on change la puissance, on change la durée de 150 à 200, on change le taux de croissance, on change la température qui est là de 18 degrés. Et que se passe-t-il? Eh bien, on constate une différence absolument extraordinaire. Maintenant, une autre manière de voir ceci, qui pour moi est très importante, c'est de dire que ici, vous avez des représentations. Vous avez 1%, vous avez 2 qui est l'aversion au risque, et cela donne un taux d'intérêt de 5,8%. Une alternative que je propose et qui est proposée par de nombreux autres scientifiques, c'est d'avoir une préférence de consommation à 0, que vous ayez un taux de croissance de 2%. Et pour ce qui est de la probabilité de consommation, vous êtes à 3. Et quand vous vous basez sur cette incertitude, on voit une différence très importante. La fonction quadratique a un équivalent bien-être quand je le transforme avec ma distribution de 750 à 99%. Donc, que j'intègre plus de spécifications de normes, cela ne fait pas de différence. Quand j'intègre mes spécifications, voyons ce que cela donne pour 750. Eh bien, à 750, vous perdez 40%. Donc, vous perdez 1% ici. Ce qui veut dire que, dans une certaine mesure, ce qui est en train de se passer, c'est que l'aversion au risque est beaucoup plus importante en termes d'effet que ce que l'on croit, même à des très faibles niveaux de consommation, parce que cela découle d'une fonction réactive et cela va à l'encontre de ce que l'on appelle la préférence en temps réel, qui gagne en spécification, mais qui perd dans ma spécification, ce qui veut dire qu'il y a une grosse différence. Et enfin, je vous laisse avec ces questions auxquelles je ne vais pas répondre. J'aimerais seulement en reprendre une ou deux très rapidement. C'est une histoire toute simple. Ce qui nous manque, ce sont des dynamiques plus sophistiquées. Il va falloir discuter également de la question de la robustesse. Pour moi, ce modèle indique que nous n'avons pas la main mise sur des politiques qui pourraient ressortir de ces modèles et que les queues et les DOMA sont ce qui détermine le résultat. Or, nous ne savons pas ce qu'ils seront à ces températures élevées. Donc, nous sommes moins certains en tant qu'économistes que nous ne le sommes avec d'autres analyses coûts-bénéfices. C'est ce que je voulais vous montrer par ce cas, mais nous avons des analyses coûts-bénéfiques en continu et les changements climatiques sont extrêmes avec une grosse quantité d'ambiguïté. Donc, c'est ce que nous disent les modèles, mais nous n'insistons pas suffisamment là-dessus. Non seulement nous ne sommes pas sûrs des résultats, parce que tout est incertain, bien entendu, mais ici, on entre dans une catégorie différente qui doit être traitée avec beaucoup de prudence. Eh bien, tout d'abord, je voulais faire 3 commentaires. Tout d'abord, je voulais exprimer mon parfait accord avec ce que vient de dire Marty sur l'incertitude et de ce qu'il a expliqué, de l'importance de cette incertitude. Marty a fait plus que tout autre pour apporter ce facteur aux discussions au cours des 4 dernières années. Et je pense que c'est un véritable point en avant. Et je voudrais également dire combien je suis d'accord avec Marty quand il fait le distinguo entre modèle et modélisation. Les modèles permettent de formuler les politiques et je crois qu'il est important de comprendre la logique des politiques plutôt que faire des modélisations pour dériver des politiques. Et cela fait 2 à 3 ans que j'essaye de construire des politiques et j'ai trouvé des inspirations dans les modèles. Mais la modélisation en tant que telle, pour décrire ce que devrait être une politique, n'est pas très utile. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marty sur ces 2 points.
Je dirais ensuite quelques mots sur l'échelle et sur le risque et ce que là implique pour la manière dont nous modélisons les dégâts. Et enfin, je vous dirai quelques mots sur la manière dont nous devons escompter et évaluer. Maintenant, j'aimerais revenir donc très fortement sur le rôle de l'incertitude dans ces modèles. J'aime décrire cela en 5 étapes qui impliquent chacune l'incertitude. Vous avez une étape des hommes aux émissions. Les hommes, par leurs activités, émettent des gaz. Nous ne pouvons pas savoir combien. Ensuite, des émissions aux concentration. La Terre absorbe une certaine quantité d'émissions, mais pas tout ce que nous émettons. Donc, les concentrations augmentent. C'est ce qu'on appelle le cycle du carbone. Et là encore, des incertitudes pour l'étape émission à concentration. Ensuite, de concentration à température, sur laquelle Marty a beaucoup insisté ici, vous avez l'incertitude de ce qu'on appelle la sensibilité climatique. Ensuite, du température au climat. Le climat, ce n'est pas la température. Le climat, c'est également l'eau, c'est les inondations. Ce n'est pas simplement et principalement la température, bien que la température y joue un rôle clé. Mais le climat, c'est surtout une histoire d'eau. Donc, cette étape est l'étape température-climat et ensuite climat sur être humain. Et là encore, nous avons une très forte dose d'incertitude. Donc, vous avez des incertitudes sur comment modéliser, sur les données, sur les processus de base, etc. Donc, dans une grande mesure, tout ceci est une histoire d'incertitude. Et de ce que vient de dire Marty, vous constatez qu'il s'agit là d'une question de gestion de risque. Comment gérons-nous le risque? Comment allons-nous réduire les émissions afin de réduire le risque? Et de combien devons-nous réduire ces émissions afin de réduire le risque? Et c'est là le problème politique principal. Et je préfère le considérer comme cela et réfléchir aux risques et aux politiques pour gérer l'incertitude. Donc, j'aimerais dire quelques mots maintenant très rapidement sur l'échelle du risque dont nous parlons. Voici l'historique des gaz à effet de serre. Et vous voyez que sur les 2000 ans qui nous ont précédés, nous avancions à un rythme relativement stable d'émissions de gaz à effet de serre. En rouge, vous avez le CO2. Mais dans les époques modernes, vous voyez que les niveaux de gaz à effet de serre ont augmenté très rapidement dans l'atmosphère, en grande mesure en raison des activités humaines. Maintenant, qu'en est-il de la température? Eh bien, vous avez là une histoire très longue de la température qui est très longue délibérément. Et vous voyez, quand la civilisation a commencé, il y a 10 000 ans, vous êtes tout à fait à droite de notre histoire, et vous voyez qu'au cours de ces 10 000 ans, depuis la dernière ère glaciaire, nous avons été dans la plage la plus étroite de variation de température. On était à plus ou moins 0,5 degrés centigrades. Ensuite, pour différentes raisons, je ne vais pas être plus précis, mais vous voyez que depuis la dernière période glaciaire, qui a donc vu l'évolution de l'espèce humaine, on a eu une plage relativement étroite de température. Si vous remontez aux 500 000 ans qui ont précédé la dernière ère glaciaire, vous voyez que les températures étaient très variables, mais à un niveau de référence qui était beaucoup plus bas. Donc, nous sommes aujourd'hui... Donc, en fait... Le fait que nous ayons été à une température inférieure a transformé la planète, a déterminé où les hommes pouvaient s'établir pour vivre, etc. Et si vous voulez revenir à plus 4, 5, 6 degrés, il nous faut remonter... Bon, on pourrait débattre du nombre de dizaines de millions d'années, mais c'est vraisemblablement 20, 30, 40 millions d'années pour retrouver ces différences de température. Je vous parle bien d'une différence de température, enfin d'une élévation des températures de 4, 5, 6 degrés. Et nous savons que quand les températures ont baissé, cela a beaucoup transformé la planète. C'est la dernière ère glaciaire, mais nous pouvons
pouvons également en déduire qu'une forte augmentation de 4, 5, 6 degrés centigrades aura un impact sur la planète. Certains pays se retrouveront sous l'eau, ce qui, évidemment, est une transformation radicale. Et je pense qu'il est tout à fait juste de dire que 5-6 degrés serait un désastre parce que cela se traduirait par des centaines de milliers de personnes et voire même des milliards de personnes qui devraient se déplacer et que cela entraînerait des conflits prolongés. Donc 5 degrés centigrades, ce n'est pas la différence entre Stockholm et Madrid. C'est quelque chose qui est absolument profond pour ce qui est du monde dans lequel nous vivrions. Donc voilà l'historique, 5 degrés centigrades. Et je n'ai malheureusement pas le temps d'aller plus en détail ici, mais 5 degrés centigrades, c'est un changement qui bouleverse le monde, la planète. Si l'on passe à 750 ppm d'équivalent CO2, cela vous donne 50% de probabilité d'avoir une augmentation des températures de 5%, de 5 degrés. Le modèle de Marty donne des valeurs un petit peu différentes, mais peu importe que ce soit 40%, 50% de probabilité d'avoir une augmentation de 5 degrés centigrades pour une concentration de 750 ppm. Mais selon moi, compte tenu de la forte probabilité de voir augmenter les températures dans des proportions importantes et compte tenu des conséquences radicales de ces températures, nous devons considérer ces probabilités comme étant très importantes. Donc maintenant, il nous faut savoir quel est le risque que nous avons en face de nous et donc quels sont les dommages que nous devons anticiper et quels sont les taux de croissance auxquels nous devons nous attendre. Donc, si nous avons un taux de croissance de 3% dans le contexte des effets que je viens de décrire, supposons, et là je prends un exemple, prenons la probabilité de 50%. Donc, si l'on progresse sur 100-150% avec un taux de croissance à 1 à 3%, c'est le scénario où on ne fait rien. Pouvons-nous véritablement croire qu'un graphique comme celui-ci est une bonne description de la situation dans laquelle nous sommes? J'ai décrit 4, 5, 6 degrés centigrades comme étant des températures qui vont totalement transformer la planète et vont entraîner des conflits très importants. Il y a de fortes qui sont très probables parce que cela déplacera des populations entières. Est-ce que c'est possible dans ce contexte, avec les descriptions que je vous ai données et que beaucoup d'autres vous ont données, quand on parle de la nature bouleversante de cette augmentation de 4 à 5 degrés centigrades? Moi, j'ai tendance à dire que quand on utilise ces équations, on peut commencer à envisager les conséquences qu'auront ces augmentations de température dont nous venons de parler. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Marty jusqu'à ces fonctions de dommages. Et j'ai vu ces travaux parce qu'il utilise cela pour illustrer les effets, mais ces taux de croissance et ces taux de dommages sont très utiles pour étudier des trade-offs et pour escompter les effets de l'aversion au risque. C'est très intéressant pour évaluer tous ces points, mais je ne pense pas que ce soit terriblement sérieux quand on en vient à décrire le type de risque que nous courons. J'aimerais maintenant reprendre 2 ou 3 points. J'en arrive à la fin du temps qui m'était imparti, mais quand je réfléchis au principe d'escompte et d'évaluation, compte tenu du déclin que nos économies pourraient subir, à ce moment-là, on ne peut pas prendre au sérieux un taux de croissance. Tout est dépendant et nous devons simplement nous souvenir que ce taux d'escompte n'est qu'un facteur d'escompte qui va dépendre du bien considéré, de la période considérée et qui va également
dépendre du type de revenu. Donc, vous avez toute une série de taux d'escompte ici. Vous avez toute une série de biens qui sont produits avec des gens dans différentes circonstances et dans des pays très différents. Donc, quand on vous dit le taux d'escompte, la personne qui vous dit quel est le taux d'escompte dans votre équation ou dans votre modèle, soit n'a pas compris ce qu'était le taux d'escompte, soit a une vision très étroite du type de modèle que nous devons utiliser. Or, ici, pour moi, ce n'est que les travaux préliminaires pour voir ce qui va se produire au niveau des gens, au niveau des produits, au niveau de la vie, et ce n'est absolument pas mineur, parce que toutes ces choses sont très importantes. Maintenant, je n'ai plus de temps pour aller dans les détails, mais simplement pour vous dire que je suis d'accord avec Marty ici. Et si de ce côté, vous avez une augmentation des dégâts et une puissance plus forte de la fonction dommage, et que vous avez en bas de cette colonne des dommages qui sont de plus en plus importants et sévères, et si vous regardez ici cette rangée au fond, en bas, lorsque vous arrivez aux exposants les plus élevés sur la fonction dommage, vous vous rendez compte que les histoires d'aversion inégalitaire inversent ici. Donc, c'est un modèle que Marty utilisait et que j'ai déjà utilisé. Et si vous regardez ici le résultat, vous voyez les pertes dues au changement climatique sont relativement non élastiques. Et ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un équilibrage des effets entre revenus et c'est évidemment une fonction dommage, c'est une Pareto qui fait évoluer les dégâts par rapport aux revenus. Et je ne vais pas vous parler de l'escompte de préférence de temps réel. Non, ce sera abordé tout à l'heure. Très bien, ce sera abordé tout à l'heure. Donc, je voudrais simplement dire que nous pouvons estimer cet état de n'importe quelle manière à partir d'un problème optimum inverse. C'est ce que j'ai essayé de faire en 1976. J'ai regardé les choses du point de vue des taxes, du point de vue de l'épargne, du point de vue de différents points de vue. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut justifier toutes sortes d'états parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les valeurs implicites que donnent les gens et dans ce qu'ils voient des contraintes. Je parlais avec Brandolini qui récemment avait une vision différente et qui a trouvé des états entre 0,95 et 2. Donc, j'ai tendance à dire qu'il n'y a rien à gagner à essayer d'inférer ce que vont faire et vivre les gens. Je ne pense pas qu'il y ait à gagner non plus à travailler sur les taux d'escompte sur le marché. Sur des marchés, vous avez différentes histoires de biens, différentes histoires de revenus. Et quand on parle de valeurs, je pense qu'il faut passer valeurs et qu'il faut discuter des valeurs directement comme s'il s'agissait d'une expérience de pensée unique. C'est ce dont nous parlerons dans ce séminaire aujourd'hui. Mais quand on parle de taux d'escompte, avec beaucoup de précautions, et que l'on parle des incertitudes sous-jacentes, vous avez là l'incertitude qui est un marché tout à fait séparé. Et donc, il n'y a aucun gain à essayer de l'inférer, mais il y a des gains à les discuter sérieusement et directement. Donc, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marty et sur ce qu'il vient de dire sur la caractérisation de l'incertitude. Je pense que c'est une contribution qui va s'inscrire dans le temps. C'est une approche à la modélisation, mais j'adresse une véritable mise en garde quant à l'utilisation de ces modèles et de penser de façon très détendue aux effets de 5% lorsque l'on sait que les conséquences que cela pourra avoir. Donc, ce sont là des valeurs que nous devons discuter et dont nous devons débattre de façon directe
et ne pas refuser telle ou telle équation simplement parce que nous n'aimons pas le état qui en ressort. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Merci.